Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers compatriotes. Je vous laisse quelques minutes. Le temps de vous connecter. À tout de suite. Voilà. Bonjour une fois de plus. Je vous ai donné rendez-vous à 11 h. On a quelques minutes de retard afin d'aborder la question scandaleuse du complexe sportif d'Olembe. Je suis simplement dans mon rôle. Parce que lorsque j'ai fait l'annonce le matin d'en parler avec vous, chers compatriotes, d'ailleurs dès l'entame, je vous réitère mes vœux de bonheur, de santé, de faveur en cette année 2023. Et je disais tantôt que lorsque j'ai annoncé ce matin qu'on en parlerait, j'ai vu des gens qui m'ont dit ça ne sert à rien, vous allez en parler, puis quoi. Mais si on continue à réfléchir comme ça, on ne fera jamais rien. Il faut en parler. Il faut au moins avoir l'information. Et il faut interpeller. Il faut sensibiliser. Et puis moi, je suis dans mon rôle, je vous prends à témoin. Parce que ne perdons pas de vue, je suis un élu du peuple. Je suis un homme politique. Je n'ai peut-être pas les moyens de changer quoi que ce soit pour le moment, mais ça dépend de vous. Alors, quelqu'un dit qu'il n'a pas de son. Est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous pouvez me rassurer qu'il y a ou pas un problème de son? Parce qu'il faut ajuster. Alors, Suleimanou Aladji me dit 5 sur 5. Volume is good. Good on my end. Ok. Germaine me dit qu'il n'y a aucun problème de son. Alors, vraiment, on va aller vite. Juste pour rappel, on va faire des rappels. Et on va sortir par des préconisations. Vous avez certainement tous découvert ce matin la lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui date du 3 janvier 2023. Que dit la lettre? Vraiment, souffrez, ce matin, je vais faire des lectures parce que je ne voudrais pas qu'on parle dans le vide. La lettre dit qu'en date du 6 décembre 2022, c'est le ministre des Sports qui écrit au secrétaire général des services du Premier ministre. Il dit qu'en date du 6 décembre 2022, nous avons reçu une correspondance de l'entreprise McGill Construction Corporation, nous annonçant son intention de résilier dans un délai de 30 jours
le marché relatif à l'achèvement des travaux du complexe sportif de Lembe. Sans même attendre ce délai, ce qui semblait alors n'être qu'une intention, est devenu une décision de résiliation unilatérale exprimée dans une nouvelle correspondance datant du 21 décembre de cette année, dans laquelle McGill nous informe qu'à partir du 5 janvier 2023, l'affaire sera portée en arbitrage international. En même temps, l'entreprise nous fait savoir qu'elle sollicitera le paiement immédiat de la somme de 10% de la valeur du marché conformément aux dispositions de l'article 18 du contrat et demandera d'autres compensations financières. Mais en réalité, la décision prise par McGill de résilier unilatéralement le contrat d'achèvement des travaux du complexe sportif de Lembe n'est nullement une surprise, car après la signature du dit contrat, les actes posés par McGill démontrent des intentions malsaines. En effet, jusqu'en décembre 2021, malgré nos multiples correspondances de rappel, McGill a refusé de nous transmettre le rétro-planning permettant un meilleur suivi du projet. Il en est de même de l'avant-projet sommaire de la phase 2, dont la programmation nous a été transmise seulement en juin 2022. Pendant 2 ans, en dépit des efforts de l'État pour fournir de la trésorerie à McGill, en payant de manière anticipée la somme de 6 milliards au mois d'avril 2021, représentant les fonds de contrepartie du prêt garanti auprès de la Standard Chartered Bank, et 4 milliards au mois de juin 2021 au titre d'un prêt relais exceptionnel, McGill a multiplié des subterfuges pour ralentir artificiellement le rythme des travaux, dont le taux d'exécution d'un mois à l'autre n'a jamais dépassé 1,3%. Au moment où cette entreprise a repris le chantier, le stade principal, l'hôtel, le centre commercial et les 2 stades d'entraînement étaient déjà sortis de terre. Force est de constater qu'après 2 ans de travaux et 42 milliards de francs CFA consommés, dont 38 du prêt garanti et 4 milliards du prêt relais gouvernemental, McGill n'a achevé aucune composante du complexe de Lembe laissé par Piccini. Ces montants cumulés représentent 76% du budget total du projet, sachant que les autres composantes de la phase 2 prévues par Piccini et bien que revues, sont restées au stade de maquette. Nous avons pourtant délivré des ordres de service à McGill et validé le projet de programmation proposé par ce dernier. En plus, cette entreprise a mis en place des stratagèmes pour gonfler artificiellement ses prestations à travers le ralentissement des travaux, leur arrêt pur et simple, des surfacturations, des doubles facturations. Excusez-moi, hein, j'essaye de me retrouver. Voilà. Des doubles facturations. La rémunération exponentielle du personnel expatrié, comme nous l'avons noté dans les réserves accompagnant les décomptes. Pour illustration, entre octobre 2020 et avril 2021, sous le fallacieux prétexte du manque de matériel, le chantier fut mis à l'arrêt pendant 6 mois. Après vérification, il s'est avéré que les stocks de matériel laissés par Piccini et disponibles sur le site pouvaient permettre d'achever le stade principal. Ces 2 annexes, l'hôtel, le centre commercial et les salles de cinéma. Pendant ces 6 mois, sous de fausses allégations de maladie, M. Franck Matière, vice-président de McGill et principal responsable du projet, était porté disparu. Et c'est bien plus tard que nous avons appris qu'il était dans un état d'arrestation en Ukraine. Ces multiples arrêts de travaux, comme celui qui a duré depuis bientôt 1 an, sont expressément instruits par M. Franck Matière, sachant que même sans production de contrat,
Même sans production, ouais. Même sans production, le contrat permet de payer la mobilisation de l'entreprise. Tous ces artifices avaient pour but de siphonner le budget du projet dans l'optique d'obtenir une rallonge budgétaire, puisqu'en plus des 55 milliards du prêt garanti, les coûts de la phase 2, évalués par McGill, se situent entre 65 et 110 milliards, ce qui pourrait porter le coût définitif du complexe sportif de Lembe à plus de 250 milliards de francs CFA. La mauvaise foi de McGill est d'autant plus patente que pendant les 2 ans de sa présence à Olembe, l'entreprise est restée dans une logique de chantage et de blocage, comme ce fut le cas avant le CHAN 2020 et la CAN 2021. Par exemple, s'agissant des préparatifs de la CAN, McGill a mené plusieurs actions pour empêcher la tenue du match test Cameroun-Malawi. Du 3 septembre 2021 à Olembe, alors que la CAF menaçait de supprimer la boule éponyme. Ainsi, ce stade n'aurait jamais abrité cette fête sportive d'envergure mondiale sans la détermination du gouvernement qui a fait réaliser plusieurs travaux en régie par des sous-traitants patriotes et déterminés sous la supervision directe des responsables de la présidence de la République, du Premier ministère et du ministère des Sports. McGill n'en a cure. Au contraire, ces manquements se sont intensifiés. Ainsi, nonobstant les 42 milliards de francs CFA perçus, l'entreprise McGill a refusé de payer ses sous-traitants et fournisseurs. À ce jour, elle doit près de 3 milliards de francs CFA aux sous-traitants locaux et 10 milliards à Razel. D'ailleurs, exaspéré par le comportement dilatoire et les allégations mensongères de McGill, selon lesquelles les sous-traitants de Lembe appartiennent à l'État, qui doit donc les payer directement, Razel a initié des poursuites judiciaires contre McGill au Cameroun et en France, et a ainsi obtenu de la justice camerounaise la saisine des comptes bancaires locaux de McGill. Dans la même veine, McGill a été assigné devant une cour d'arbitrage internationale à Paris. Les griefs de Razel contre McGill portent également sur les travaux de la pénétrante Est, à Douala, dont il faut se demander s'ils ne subiront pas le même sort que ceux d'Olembe, du fait des manigances et de la turpitude de McGill qui semble avoir pour but la spoliation de l'État. Pour revenir à Olembe, il convient de noter qu'à la date de la résiliation unilatérale du contrat subventionné, McGill n'a toujours pas levé les 32 réserves relevées par la commission des recettes techniques pour rendre le stade principal opérationnel. Face à tous ces manquements, vous avez bien voulu suspendre le paiement des décomptes de McGill, au risque de voir le budget du projet épuisé. Sans qu'un seul livrable prévu ne soit achevé. De manière constante, lors des réunions tenues dans notre cabinet qu'à la task force, il a toujours été rappelé à McGill que la reprise des 10 paiements est conditionnée par la justification préalable de l'utilisation des fonds perçus, l'achèvement des lots déjà en travaux, stade principal, hôtel, centre commercial, et l'entame des travaux de la phase 2, en l'occurrence la construction du gymnase, de la piscine olympique, des cours de tennis, ainsi que des terrains de basketball, volleyball et handball. Pour tous ces travaux, McGill a déjà perçu l'avance de démarrage conformément au contrat, soit 21,9 milliards de francs CFA. Dès lors, la résiliation unilatérale du contrat d'achèvement des travaux du complexe sportif de Lembe par cette entreprise signifie que l'État doit lui réclamer la restitution immédiate d'une partie de l'avance de démarrage ainsi que celle du prêt relais de 4 milliards. Faute de quoi, McGill doit être poursuivi pour atteinte à la fortune publique. En plus,
En arbitrage international, le gouvernement s'opposera fermement à toute prétention financière de McGill. Fort de ce qui précède, nous prenons donc acte de la décision de McGill de résilier unilatéralement le contrat d'achèvement des travaux du complexe sportif de Lembe et il lui reviendra d'en informer les partenaires financiers, notamment la Standard Chartered Bank et la BPI France, car sur les 55 milliards, il reste un solde non tiré de 13 milliards qui ne pourra pas être utilisé pour le financement de la suite des travaux, le prêt garanti étant rattaché à McGill. Quant à la suite des travaux, voilà ce que propose le ministre des Sports, nous pensons que le chantier du complexe sportif pourrait être achevé avec les fonds, peut être achevé avec les fonds publics, sous la supervision de l'État et l'encadrement des travaux par un directeur de projet ayant une bonne connaissance de ce chantier. Pour y parvenir, il sera nécessaire de remobiliser les sous-traitants qui ont l'expérience de ce chantier dans toute sa complexité, en attendant de trouver une issue aux différends avec McGill. L'État pourra prendre sur lui donc de payer les arriérés aux sous-traitants. Je viens de vous lire là le courrier du ministre des Sports adressé donc au Premier ministre le 3 janvier. C'était hier, je crois. Avant-hier. Chers compatriotes, quand je n'ai pas eu un AVC ce matin, quand j'ai reçu ce document, j'ai compris que je pourrais vivre longtemps. Vous vous rappelez que c'était toujours par ce même canal, ici sur ce même fauteuil, que j'avais interpellé. C'était suite à quoi? Je n'étais pas seul. J'étais avec le compatriote Ernest Yene, qui est un acteur de la société civile bien connu, ayant été alerté par le scandale qu'il y avait à Olembe, nous y étions rendus. Et rentrant de là, nous avons échangé avec vous sur ce qu'on avait vu à Olembe. Vous vous rappelez certainement, c'était courant 2021. Vous vous rappelez que après notre sortie par un direct comme celui-ci, le conseiller technique numéro 2 ou numéro 1 du ministre qui signe ça, parce qu'à l'époque, pourquoi on y était allé? On nous avait dit qu'il y avait arrêt des travaux, ce qu'il dit aujourd'hui. Nous avons relevé à l'époque les salaires faramineux, ce qu'il dit aujourd'hui. Nous avons relevé à l'époque qu'à Olembe, il y avait un matériel laissé par Pichini qu'on avait chassé et qui pouvait construire ce stade, comme il le dit aujourd'hui. Nous avons dit à l'époque que c'était des Camerounais qui étaient en train de construire Olembe, les sous-traitants qui n'étaient pas payés par milliards. Ils avaient une dette de milliards. Ce qu'il dit aujourd'hui. Voici ce que son conseiller technique avait écrit. Le lendemain, populisme parlementaire. Lorsqu'un député de la nation souhaite avoir une information sur l'action gouvernementale, il s'appelle M. Tolo. Il demande une audience, ce que nombreux d'ailleurs font, et rencontre le responsable ministériel concerné pour avoir accès à l'information officielle, la seule qui compte véritablement. Dans le cas contraire, il faut laisser les services spécialisés mener des enquêtes, plutôt que de se lancer soi-même dans des aventures périlleuses. Mardi 14 septembre 2021, il me rappelle la date. Lorsque j'ai appris que l'honorable Cabral Libi était à Olembe, j'ai pris attache avec lui et nous avons échangé à propos. Il m'a fait état de son souhait de rencontrer le ministre des Sports, estimant que ce qui s'y passe est inadmissible. J'ai été surpris par cette sentence. Je lui ai dit que ce qui se passe à Olembe est difficile, car ce chantier est complexe, que les batailles qui se déroulent autour de ce projet sont protéiformes, mais que les problèmes cruciaux, notamment celui du financement, étaient derrière nous. L'agenda du ministre des Sports étant chargé, et vu le contexte politique, j'ai bien échangé, j'ai bien essayé de lui obtenir une audience. Je me suis proposé de briefer M. Cabral Libi sur l'association d'Olembe, car je travaille sur ce dossier, je le connais, mais que nenni. Je savais qu'il avait déjà donné rendez-vous à ses militants. Dès lors, dans son direct de Facebook, président Cabral s'adressant
s'adresser aux militants du PCRN dans le cadre d'un meeting déguisé, un peu comme celui-ci maintenant. D'ailleurs, ces meetings déguisés semblent à la mode, puisqu'un autre parti politique fera pareil à Paris. Dans 2 jours, les militants fanatisés de ce parti feront un grand meeting dans une importante salle de spectacle parisienne sous prétexte qu'il s'agit d'un concert. Revenons sur le président Cabral Libye, le discours de séduction, les injections, enfin je crois qu'il voulait dire injonction, faites au gouvernement, les bons et les mauvais points distribués aux uns aux autres étaient déterminés par la qualité de son audience. Il s'adressait à ses militants. Voyez-vous, Cabral Libye, président du PCRN, dire à ses militants-là que le gouvernement fait quelque chose de formidable à Olembe. Voyez-vous, Cabral Libye, président du PCRN, dire à ses militants que la vision du président Biya en matière d'infrastructures sportives a fait de notre pays un géant en Afrique? Peut-il leur dire qu'en moins de 2 ans, notre pays est désormais sollicité par des pays amis pour livrer leurs rencontres internationales sur leurs infrastructures? Si Cabral Libye, après avoir visité Olembe, venait à encenser le président Biya pour l'œuvre qui s'y bâtit, quel militant resterait encore dans le PCRN? Voilà pourquoi Cabral Libye, président du PCRN, ne pouvait tenir qu'un discours alambiqué, truffé d'affabulation, mélangeant vérité et contre-vérité, embrouillant son auditoire avec des chiffres fantaisistes pour les convaincre qu'il détient la vérité. C'est cela le populisme. Faire croire aux classes populaires qu'on leur cache des choses, devenir un Robin des Bois démagogique. Mais en réalité, on peut être un bon parlementaire sans avoir besoin de mentir. Oui, monsieur le député, vous mentez quand vous dites à vos militants que la pose de la première pierre de construction du complexe d'Olembe a eu lieu il y a 10 ans. Dites-nous qui en était l'auteur. Le président de la République, le Premier ministre ou le ministre des Sports? Si oui, lequel? Monsieur le député, vous mentez à vos militants lorsque vous déclarez que l'État a résilié le contrat de Pichini parce que les sous-traitants n'étaient pas payés. Pichini a abandonné le chantier pendant 1 an et voulait extorquer 28 milliards à l'État. Monsieur le député, vous mentez à vos militants lorsque vous déclarez que le coût du complexe sportif d'Olembe passera de 163 à 186 milliards. Les mathématiques ne se limitent pas à la seule opération, l'addition. Monsieur le député, vous mentez à vos militants lorsque vous soutenez que l'entreprise McGill avait les moyens de construire ce stade en fonds propres, quitte à être payé après. C'est faux. Faux d'abord, parce que le complexe sportif d'Olembe ne se réduit pas au stade éponyme, et ensuite parce qu'une entreprise de BTP n'est pas une banque. Son rôle n'est pas de faire des prêts aux clients, fut-il un État. La vérité est que McGill devait financer les travaux du complexe sur fonds propres pendant 3 mois. Le temps pour le financement ne se met en place. Monsieur le député, vous mentez à vos militants lorsque vous affirmez que McGill n'a pas de matériel. Ah tiens, je mentais lorsque je disais que McGill n'a pas de matériel. Vous y croyez vraiment? Une société de BTP fondée en 1948 au Canada puisse manquer de matériel? Pour le cas d'Olembe, il s'agit d'un choix de l'entreprise, car McGill devait reprendre le chantier et les équipements qui s'y trouvaient. Je vous informe que les équipements acquis par Pichini dans le cadre du projet de Lombe appartiennent à l'État. C'est dans le contrat. Et en plus, les sous-traitants de McGill ont leurs équipements propres. Où était donc la nécessité pour McGill de débarquer avec des tonnes d'engins? Monsieur le député, vous mentez à vos militants lorsque vous assurez que les 6,3 milliards donnés à McGill étaient destinés à solder les sous-traitants. Ils devaient permettre à résorber une partie de leurs créances et réaliser des approvisionnements. Et cela a été fait. L'histoire des 4 milliards est tout aussi invraisemblable. C'est curieux. Tout à l'heure, on vient de lire dans le courrier du ministre l'affaire des 6 milliards et des 4 milliards. Est tout aussi invraisemblable. Il s'agit d'un prêt que l'État a consenti à McGill pour faire avancer les travaux. Le management d'un projet ne se limite pas à payer les sous-traitants, monsieur le... Ah, tiens, oh mon Dieu. Monsieur le député, il faut aussi régler les fournisseurs, payer les salariés et les charges diverses. Les salariés, les fameux salariés dont on dit maintenant qu'ils ont gagné des fortunes et se sont enfuis. En plus, à Olembe, aucun sous-traitant n'est parti du chantier. Il dit maintenant, lui-même, le ministre dit qu'il faut maintenant aller les chercher là où ils sont. Aucun sous-traitant n'est parti du chantier. Monsieur le député, vous mentez lorsque vous dites que le gouvernement est divisé au sujet de 21 milliards d'avance de démarrage destiné à McGill. Vous avez rencontré ces membres du gouvernement où et quand? Monsieur le député, votre histoire est digne d'un film de Pinocchio. Alors, monsieur le président, permettez-moi de vous dire ceci. Si depuis le début du chantier en janvier 2020, Olembe a eu des problèmes, notamment de financement, c'est parce que de nombreux Camerounais n'aimaient plus leur pays. Ils ont mis des obstacles aussi bien localement qu'à l'étranger pour faire échouer ce projet. Bon, il raconte un tas de bêtises. Je ne veux même pas m'arrêter là-dessus. Il ajoute, honorable, qu'avez-vous fait quand ces adeptes racontent du n'importe quoi. Bon, voilà tout ce qu'il avait écrit et autres
autre ineptie comme ça, qu'il avait balancé. Il a même continué. Il a publié, là je ne sais plus quand, parce que j'avais fait une autre sortie. Lorsqu'un député de la nation se contente d'informations parcellaires pour informer l'opinion sur des questions sérieuses qui intéressent la nation, il devient un populiste. Si l'honorable Cabral Libby s'était rapproché des responsables du ministère des Sports qui connaissent le dossier du complexe sportif de Lembe, il aurait obtenu la bonne information. Et n'aurait sans doute pas raconté autant d'affabulations dans son direct. Un visiteur qui arrive dans votre domicile, rencontre vos enfants et des ouvriers, ne peut pas aller dire qu'il connaît véritablement ce qui s'y passe. Il aura des informations approximatives, des interprétations erronées, des histoires romancées pour créer le sensationnel. Voilà ce qu'a fait l'honorable Cabral Libby. La phase 1 de ce complexe sera livrée le 30 novembre 2021 et Olembe sera prêt pour la CAN 2021. Il n'y a plus de problème d'argent au Olembe et aucune espèce de négociation entre les supposées fractions gouvernementales n'existe. Le gouvernement travaille avec l'entreprise McGill et l'ensemble des sous-traitants pour atteindre des objectifs fixés. Et il a ajouté Abimte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça doit être un mot apparemment de langue locale. Voilà donc la réalité. Nous avons parlé le 15 septembre. On avait raison sur toute la ligne. Moi qui n'ai pu, qu'à l'issue d'une seule visite, j'ai pu avoir toute la bonne information. Tout un ministère nous disait qu'il fallait que j'y aille pour avoir la bonne information. Quelle information? Quelle information? Si ce n'est du banditisme, du mensonge, juste pour voler des milliards. Je le dis depuis des mois. Ils se sont gobergés comme des malades. Voilà ce qui s'est passé. C'est très simple. J'ai parlé de la vacance de fête l'autre jour. Et quand j'ai fait mon tweet, on m'a dit oui, parce que j'ai dit que le président agitait de petites menaces. Il a dit que tous ceux qui se sont enrichis illicitement sur le dos des Camerounais vont rendre des comptes. Voici donc le moment de rendre des comptes. Demandez des comptes, monsieur le président de la République. Dans quel pays normal ça peut se faire impunément? Aujourd'hui, le ministre des Sports dit qu'on peut faire ça en fonds propres. Avec les sous-traitants. Mon Dieu. Ce même ministre des Sports, lorsqu'il a chassé Pitini, c'est lui qui se baladait de plateau télé en plateau télé avec McGill. Il y a même eu des motions de soutien au président de la République sur l'affaire McGill. Quand on a dit que ces bandits avaient fui et qu'ils étaient même en prison en Ukraine, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Comment des gens peuvent être autant complices de la spoliation de leur propre pays? Je vais vous dire ce que c'est que McGill. Il faut que vous sachiez. Juste des morceaux choisis. McGill, c'est l'entreprise qui a facturé le camion de sable à l'État à 1,5 million de francs CFA. Ou à 3 millions pendant le chantier du stade de la réunification. Rappelez-vous, le stade de la réunification à Douala, McGill a facturé le camion à 3 millions de francs CFA. Camion de sable. McGill est l'entreprise qui a amené le gouvernement à résilier le contrat avec les Italiens. Mais bon, encore que, faisant en sorte que non seulement l'État ait poursuivi les Italiens en charge de Lembe, mais en plus la banque italienne qui finançait le projet a maintenant une créance sur l'État que nous devons rembourser alors que nous n'avons pas le complexe. Vraiment. McGill est l'entreprise canadienne à laquelle l'État a accordé dès son implantation au Cameroun une exonération totale de tous les impôts et taxes. L'État, la COCAN, est même allé jusqu'à s'engager à loger gratuitement dans un building résidentiel de luxe face à l'hôtel La Falaise à Bonandion. Tous les employés expatriés de McGill, ils y sont nourris, blanchis, transportés gratuitement depuis 2015 aux frais de l'État. Et en prime, ces expatriés ne payent même pas l'IRPP sur les salaires, les taxes, les impôts. Alors que vous, depuis 2 ou 3 jours, tout est monté, le timbre et tout ça. Ces bandits
ne payent même pas l'IRPP sur leur salaire au Cameroun. McGill n'est tenu de rien sur le plan fiscal au Cameroun. Pas de TVA sur ses achats, pas d'IS, un peu sur les sociétés, sur ses bénéfices, pas de droit d'enregistrement, pas de droit de douane. Il est en extraterritorialité totale et complète. Non seulement elle n'est pas tenue d'effectuer des retenues de droit commun, elle n'a pas non plus l'obligation de déposer un DSF ou même seulement une déclaration de somme versée aux tiers. La surfacturation des camions de sable à Bepanda était donc préméditée. Car sans somme versée aux tiers, impossible de savoir quels sont ses fournisseurs et à qui est-ce que des rémunérations auraient été servies. Si on évalue ce que l'État a perdu du fait de McGill, cela se rapprocherait à 2000 milliards de francs CFA. Depuis le stade de la réunification à la pénétrante est de Douala, en passant par Olembe. Voilà la réalité de McGill. En août 2021, j'avais fait une publication qui était intitulée je crois que je vais retrouver la construction du complexe sportif de Lembe, le carnaval des souris. J'avais publié ça. Et je vous rappelais dans ce document que j'avais publié à l'époque tout le banditisme qu'il y avait à Olembe. Quand vous avez ce document, quand vous relisez ça, j'ai l'impression que c'est ça que le ministre des Sports a pris et qu'il a envoyé au Premier ministre. Mais je rappelle quand même que c'est quoi Olembe? C'est un stade de compétition couvert de 60 000 places. C'est 2 terrains d'entraînement d'une capacité de 1000 places chacun avec tribune couverte. C'est un gymnase couvert d'une capacité de 2000 places assises, capable d'accueillir simultanément 2 compétitions. Un musée. Une piscine olympique de 1000 places assises couvertes avec différents bassins. 2 terrains de basket non couverts. 2 terrains de volley-ball non couverts. 4 cours de tennis, 2 en béton et 2 en terre battue. 2 espaces commerciaux et galeries marchandes. Un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Des parkings, des voies et réseaux divers. Une plateforme hélicoptère. Le coût initial de cette affaire, c'était 163 milliards. Le coût initial. C'est l'entreprise italienne Piccini qui avait gagné le marché. Et le contrat avec Piccini va être résilié le 29 novembre 2019. C'est juste l'historique. Et au moment où Piccini s'en va, il ne restait que 50 milliards sur la ligne de crédit de 163 milliards. Donc Piccini avait utilisé 113 milliards pour construire l'ossature du stade de 60 000 places. Ce que vous avez vu là pendant la CAN, c'est Piccini qui l'a construit en fait. Et a laissé suffisamment de matériel qui pouvait achever les travaux. Aujourd'hui, c'est ce que le ministre des Sports nous dit. Que le matériel laissé par Piccini aurait pu. Et lorsqu'à l'époque, nous avons dit que ce matériel était en train d'être volé, que les camions sortaient tous les soirs et que ça allait construire les maisons des gens. Nous l'avons dit. On a dit qu'on faisait du populisme. Le 3 janvier 2020, une entreprise brumeuse canadienne dénommée McGill est donc retenue par le Cameroun pour le parachèvement des travaux. Et pour compenser donc le reliquat de 50 milliards bloqué en Italie, parce que Piccini, une fois qu'on a résilié le contrat, a saisi la banque italienne où l'argent était logé pour le bloquer. Et le président de la République va donc autoriser le 16 février 2021 au ministre de l'économie, au MINPAT, de signer une convention de crédit donc avec la Standard Chartered Bank de Londres et la BPI France Export pour un prêt de 55 milliards, soit 27 milliards pour une phase 1, 23 pour une phase 2 et 5 pour les contingences diverses. Le financement de construction est donc majoré de 5 milliards pour un total de 168 milliards. Et moi, j'avais même sous-estimé. Donc, en fait, peut-être Tolo a-t-il raison. Si j'étais allé vers eux, j'aurais donc appris que c'était beaucoup
plus que ça, puisque lui-même il nous dit aujourd'hui que c'est beaucoup plus que ça. On est maintenant à près de 200 milliards pratiquement. C'est lui qui le dit désormais dans ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc, en juillet 2022, McGill informe l'État de sa décision de suspendre les travaux pour une période de 30 jours. Et qu'il va déclencher donc un arbitrage international dont on parle aujourd'hui. Et il réclamait 7 décomptes. Et, au lieu de préciser, ben, je ne veux même pas rentrer, mais je voudrais juste rappeler, voilà les 12 milliards. 12 milliards, aujourd'hui eux-mêmes ils le reconnaissent parce que j'avais bien dit que les 12 milliards, on les avait donnés en fonds propres à McGill. Eux-mêmes ils le reconnaissent aujourd'hui. Il y avait 4 milliards donnés par le ministère des Sports, 4 milliards empruntés à la CCA et 39 milliards tirés de la Standard Chartered Bank, 47 milliards dont tout le monde parle aujourd'hui. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. Chers compatriotes, ce qui se passe au stade de Lembe est historique. C'est historique. C'est-à-dire, on parle de milliards comme si on parlait d'argent de beignet. Comme si on parlait d'argent de beignet. Je les connais. Je ne serais même pas surpris que le direct s'arrête parce qu'ils ont des dispositifs technologiques pour tout bloquer. Peut-être même que vous ne me regardez plus. Peut-être même que vous ne m'entendez plus. Ils en ont l'habitude. Mais ça n'enlève rien au fait que nous sommes gouvernés par des incompétents notoires. Peut-être, et quand je dis incompétent, je faisais bien la précision à Canal 2 il y a quelques jours. Il ne faut pas mélanger avec tous ces gars brillants qui sont dans l'administration. Les conseillers techniques qui sont dans les ministères. Je parle de ces ministres-là. Ils sont certainement bons dans d'autres choses. Enfin, pour certains, pour le cas du ministre des Sports, il a été mon enseignant. Et c'est un brillant enseignant. C'est un professeur agrégé de droit international. C'est un brillant enseignant. Il n'y a pas de doute à ce propos. Mais pour le reste, c'est des trous, ces gens-là. C'est surtout des petites souris. De vulgaires petits bandits. Je ne vous le dirai jamais assez. Respectez-les si vous voulez. On peut me tuer si on veut. On peut faire de moi ce qu'on veut. Enfin, ils disent toujours qu'ils vont faire ci ou ça. Ce sont de vulgaires petits bandits. Ils vont vous dire, enfin, ils ont le contrôle de tout. Engoncés dans leurs beaux costumes, leurs belles toilettes, ils vont s'afficher avec des gardes du corps derrière et des voitures qu'ils achètent avec notre argent, se lever la poussière partout, nous enfumer. Ce sont de vulgaires petits bandits. Et c'est ce que je disais dans mon tweet m'adressant au président de la République. Je suis étonné qu'aujourd'hui le ministre des Sports écrit au Premier ministre. Avez-vous un seul souvenir, chers compatriotes, qu'un jour, pendant qu'ils se gobergeaient dans toute cette affaire, qu'ils aient écrit au Premier ministre? Où est passée la task force? Tout se faisait à la présidence de la République. Il y a une task force. Pourquoi le ministre des Sports écrit aujourd'hui au PM? Depuis quand le PM est dans cette affaire? Je ne le défends pas. Mais c'est une question de logique. Pourquoi créer la diversion? Tout se décidait à la task force, non? Lorsque je suis allé au stade d'Olembe, et quand j'avais annoncé l'autre fois que je devais y aller, ce sont les membres de la task force qui sont descendus cette nuit au stade d'Olembe, postaient des militaires et instruisant là-bas que si jamais je frôlais même le stade, comme je jette en route comme un malpropre. Là-bas, on a failli virer des gens là-bas parce qu'on les soupçonnait de me donner de l'information. Des informations. On est allé les menacer de jour comme de nuit parce qu'ils donnaient des informations. Quand j'avais dit que ce sont les Camerounais qui ont placé les pots
les écailles de pangolin à Olembe. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Quand j'avais dit que les sous-traitants camerounais drainaient, les sous-traitants camerounais drainent une dette de 12 milliards. Razel, lui, c'est en trentaine de milliards. Eux, ils ont même décidé de les poursuivre, je ne sais pas en France ou je ne sais où. Mais les pauvres Camerounais qui, eux, ont véritablement travaillé là, qui ont des ardoises en milliards, aujourd'hui, on dit que c'est les fonds publics qui doivent les désintéresser. Quand je vous ai dit que ce projet finira à 300 milliards, je vous rappelle que 300 milliards, c'est le montant obtenu dans la loi de finances adoptée récemment lorsqu'on augmente les impôts. C'est ce qu'ils recherchent, hein, 300 milliards. C'est pour ça qu'ils ont augmenté le timbre à 1500 et les vignettes du simple au double, qu'ils ont fait passer le mètre carré d'immatriculation de 1 à 5 francs en zone rurale, de 5 à 10 francs en zone urbaine. C'est ça qu'ils cherchent, 300 milliards. 300 milliards qu'ils se gobergent là, à Olembe, sur cette fameuse entreprise. Du banditisme pur et dur. La pénétrante de Douala, elle est abandonnée. Je rappelle que l'an dernier, nous sommes, enfin, pas l'an dernier, on est en novembre 2021. Le ministre des Sports vient à l'Assemblée nationale pour nous présenter à l'époque un truc complètement inutile qu'on appelait le contrat type. Parce que la FIFA avait signé un contrat type avec l'État, je crois, et l'Africa Foot, par rapport à la Coupe du Monde, à la CAN. Et il venait donc nous expliquer, nous les députés, ce qu'on appelle le contrat type. À l'occasion, je lui demande, vous venez nous expliquer les affaires de contrat type. Et on parle beaucoup de Lembe. Qu'en est-il du stade de Japoma? Parce que justement, chers compatriotes, le stade de Japoma n'est pas achevé. Ce stade, ce complexe, disons, pas le stade, parce qu'à Japoma, c'est le stade qui est achevé. Le complexe n'est pas achevé. Tout ce que j'ai lu là tout à l'heure, il y a ça, hein, à Japoma. Des cours de tennis, des gymnases olympiques, des piscines olympiques, et tout ce que vous voulez. Il y a ça à Japoma. Ce n'est jamais fini. Et à l'époque, le ministre a pris l'engagement et nous a dit, nous étions vers novembre ou décembre, c'était en session budgétaire de 2021. Il nous a dit qu'en avril 2022, tout serait achevé. Il me l'a promis presque en faisant un serment. Rien n'est terminé là-bas. Et là, ce n'est même pas McGill, hein. C'est avec l'entreprise turque. Et j'ai fait mes petites enquêtes. Ils se sont partagés l'argent. L'entreprise a été plutôt sérieuse. Celle-là, en tout cas. Mais là-bas, l'entreprise n'a fait que ce qu'elle a, avec l'argent qu'elle a pu avoir, Pour Olembe, comme les enfants disent, c'est la magie. C'est la magie. Comment on sort de là? Parce qu'ils font de la... On dit que l'image n'est pas bonne. Ce ne serait pas étonnant. Hein? Et ils sont en train de signaler, donc je ne crois pas que je vais achever. Alors que c'est même sur ma page. Mais je sais qu'ils sont en train de déployer les grands moyens technologiques pour arrêter ce que je fais ou alors pour que ce ne soit pas fait. Pour que on ne puisse pas échanger. Je vois un certain nombre de choses figées là, bloquées. Donc je sais qu'ils sont en train de faire comme d'habitude. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Je vous dis que ces gens, c'est foutu. Et je ne sais pas comment il arrive à certains Camerounais de penser qu'on peut encore, après 2025, laisser le pays entre les mains de ces gens. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je m'y suis investi en jouant mon rôle de député. Hein. En jouant mon rôle de député, je le précise encore. Parce que ce que je fais là, on va dire, je suis un citoyen et je joue mon rôle. Je suis un élu du peuple et je joue mon rôle. Et je vous prends à témoin. Et je vous dis, chers compatriotes, levez-vous, levons-nous. Levons-nous. Faisons ce qu'il faut. Allons nous inscrire sur les listes électorales. D'abord, ce qui devrait être fait est simple. Il faut que le ministre des Sports arrête d'écrire au Premier ministre. Qu'il écrive à sa task force. C'est là-bas que ça se jouait. Deuxièmement, dans un pays normal,
le ministre des Sports doit simplement déposer sa démission aujourd'hui même. Et avec lui, tous ces comparses de la task force. Troisièmement, ces gens-là doivent faire l'objet d'une enquête judiciaire dès aujourd'hui. Le président dit que tous ceux qui se sont enrichis vont rendre des comptes. Qu'est-ce qu'il faut pour que ceux qui se sont gobergés dans ce scandale rendent des comptes? Qu'est-ce qu'il faut, monsieur le président de la République? Parce qu'après, vous allez lire toutes sortes de sottises. Non, on ne veut pas bavarder sur Facebook. Non, un leader politique ne parle pas comme ça. Non, non, un leader politique vole les milliards. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas parler sur Facebook. Il faut détourner les milliards. Là, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Parce qu'apparemment, le modèle, c'est eux. Les modèles, c'est eux. Ils sont calmes, sont sérieux, ne parlent pas n'importe comment. Ils ne sont pas sur Facebook. Ils sont des hommes d'État. Des bandits. Pauvres, petits et vulgaires bandits. C'est tout. Ils ne méritent même pas une once de respect comme ça. Même pas. Ils peuvent toujours avoir des milliards qu'ils ont volés. Ils élogent partout. Récemment encore, j'étais au Luxembourg. Je me suis renseigné un peu. Hein. C'est impressionnant là-bas. Ils sont tous des comptes là-bas. C'est un relatif paradis fiscal. Ils les logent là-bas. Argent qu'ils vont même perdre au demeurant. Ce n'est même plus de la honte. Je vois quelqu'un dire, c'est même pas la honte. C'est un scandale, c'est tout. Il faut partir. J'ai déposé à l'Assemblée nationale. Mais je vous l'avais dit, j'avais publié ça à l'époque. J'ai déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution d'enquête parlementaire sur cette affaire. Récemment encore, je suis allé me renseigner au service des enquêtes parlementaires. On m'a dit que mon courrier n'est même jamais arrivé là-bas. Jamais. Donc on a dû le déchirer ou on l'a jeté à la poubelle au cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est tout. C'est donc, je ne sais pas si lui aussi il est complice dedans, je ne sais rien. Mais enfin, c'est une longue chaîne de bandits. On ne sait même pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit. Moi, j'interpelle le ministre des Sports parce que c'est lui qui a écrit le courrier au Premier ministre. Pourquoi au Premier ministre? Ce sont gobergés. Logiquement, c'est tout ce qu'il faut faire. Qu'il démissionne, qu'il soit débarqué et qu'il soit arrêté. Et qu'il rembourse. Puisqu'ils ont caché cet argent un peu partout. Qu'ils le remboursent. C'est tout. Et qu'ils aillent en prison. C'est tout. Des gens comme ça ne méritent pas de nous diriger. Non. C'est juste pas possible. Ne méritent pas de nous diriger. Ne méritent pas. Donc, je faisais ce direct ce matin. Non pas pour jubiler, non. Pour partager mon émoi, ma déception, ma contrition. Parce que tout ce que je faisais là, vous m'avez vu pendant la CAN, derrière les lions indomptables. J'ai fait un discours en fin d'année 2021, vous demandant que nous allions nombreux au stade, supporter les lions. On l'a fait. On a fait notre part. Il y a 2 jours, j'ai parlé de l'annonce mensongère du président de la République sur ces 850 km de route. Le lendemain, je vous avais dit, la CRTV a publié un tableau plus mensonger encore. Pour essayer de couvrir les mensonges, certainement du ministre des Travaux publics. C'est le même genre qui l'a fait dire au président de la République. Ils ont publié un faux truc à la CRTV, sur le site de la CRTV le lendemain. Et après vérification, c'est encore truffé de mensonges. Il y a des vérités, bien sûr. Ils ont pas 74 km de Mengong sans Mulima. J'ai vu. Moi, j'étais là-bas, j'ai vu les 74 km. Et il y a d'autres choses qui sont bien fausses. Ils patauchent dans la choucroute, dans le mensonge. C'est même pas pourquoi. On va de scandale en scandale. C'est juste pas possible.
J'avais parlé des mines. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Ils ont signé ça nuitamment, non? Les deux autres contrats, personne n'a vu la convention minière. Ça va finir mal, comme d'habitude. Parce que ces gens sont dans une corruption atavique. C'est comme une malédiction. La corruption, le vol, le banditisme leur sont chevillés dans l'âme. Et c'est avec ça qu'ils préparent la succession. Avec ça, c'est ça. C'est avec cet argent qu'ils pillent, qu'ils volent votre argent, qu'ils se préparent à succéder à Paul Biya. Et ils disent que comme on ne va rien faire, on va laisser passer. On va voir. On va voir. On est là. En tout cas, ça dépend de vous, hein, chers compatriotes. Chacun fait sa part. Ne passons pas notre temps dans des futilités, des histoires montées, descendues. Non. 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 Ce n'est juste pas possible. Mon Dieu. Comment ils ont pu faire ça? Comment ils ont pu faire ça? 160 milliards. Bon, disons même que Pichini avait utilisé ces 113 milliards. Donc là, ce qu'ils ont tiré à Standard Chartered Bank, là, et ce qu'ils ont pris à CCA, ce qu'on a donné en fonds propres, 50 milliards. Mon Dieu. Stade de la réunification, dedans. Pénétrante ouest de Douala, dedans. Comment ils font ça? Non. Non. Donc, chers compatriotes, à l'unisson, chacun à son niveau, levons-nous. Ces gens doivent être débarqués tout simplement. En tout cas, méfiez-vous toujours de mes choses. Quand je viens en parler. Parce que ça finit toujours comme ça. Et essayez de rebobiner. Hein. Chaque fois que je viens, je vous prends à témoin. Je vous dis, ils sont en train de voler. Ils sont en train de voler. Moi, je peux le dire très clairement. Hein. Je peux le dire très librement. Je ne suis dans aucun vol. Je ne suis dans aucun banditisme. Je ne fais pas de marché public. Je ne fais rien où ils puissent me tenir. Je vis dans ma condition modeste. Et je suis très heureux. Soutenu par les compatriotes que vous êtes. Pour faire mon job. Et c'est pour ça que je suis toujours prudent et que j'évite de rentrer dans quelques petites compromissions, quelques petits arrangements que ce soit. D'autres à ma place l'auraient fait. D'autres avant moi l'ont fait. D'autres avant moi le feront. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai une vision de ma trajectoire politique et c'est elle que je suis. C'est tout. Je fais ma part. C'est tout. Je ne demande pas la caution de quelqu'un. Je ne demande pas l'approbation de quelqu'un. Je ne demande pas être applaudi par qui que ce soit. Je fais simplement ma part. Je réalise ma mission. J'accomplis ma mission. Parce que je considère que chacun d'entre nous, lorsque nous sommes appelés sur terre, nous avons chacun une mission à accomplir. Et j'accomplis la mienne. Ceux qui veulent me suivre, me suivent. Ceux qui ne veulent pas, ils ne me suivent pas. Ils peuvent suivre d'autres personnes qui accomplissent aussi d'autres missions. Mais donc, ne me demandez pas pourquoi tu parles. Ne me demandez pas pourquoi tu fais ça. Demandez plutôt à ceux qui volent pourquoi tu voles. C'est à eux qu'il faut demander pourquoi ils volent, pourquoi ils pillent, pourquoi ils font souffrir les gens. Pourquoi? Bon, maintenant, que ceux qui tirent profit de tout ça aillent tirer profit de ça. On s'en fout. Le discours que moi je tiens ce matin n'est même pas un discours politique. Je ne leur demande pas de venir voler au PCRN. Je vous parle là, ce que je fais ce matin, c'est le député qui vous parle. C'est que je dis que c'est juste pas possible. Et tous vous disent qu'ils sont derrière Paul Biya. C'est comme ça qu'on est derrière quelqu'un. C'est comme ça vraiment. Donc cette task force là, à la présidence là, elle est vraiment derrière Paul Biya. Donc le ministre des Sports est vraiment derrière Paul Biya. J'en doute. Non, c'est clair. Ils ne sont pas derrière lui. Ils sont derrière leur plan de succession. Mon Dieu, comment on va faire pour que ces gens soient encore là après 2025? Comment?
Comment on peut même faire, chers copains, vraiment de vous à moi? Parce que souvent, quand on évoque la question de 2025, on évoque la question de l'avenir du Cameroun. Comment ça se fait que certains d'entre vous imaginent un seul instant que nous serons encore avec ces gens-là après Paul Biya? Comment? Imaginer même ça possible, c'est être plus dangereux